La question de l'authenticité. Je vais essayer ici, et à titre presque didactique, de définir ce que l'on pourrait entendre par authenticité, en cherchant à déterminer s'il s'agit là d'un concept. Il n'est sans doute pas inutile, à titre de préalable, de rappeler ce que nous entendons par là. On considère généralement le concept comme le résultat d'une opération de l'entendement qui vise à permettre des classifications, des taxonomies. Il s'appuie pour cela sur le métaconcept abstrait de classe, c'est-à-dire d'un ensemble d'instances pouvant être regroupées les unes avec les autres sur la base d'un nombre significatif de propriétés communes. À coup sûr, l'authenticité, le lexique nous le dit, est elle-même une propriété, la propriété de ce qui est authentique, puisque dans le cas d'espèce, le qualificatif précède le substantif qui en dérive. Est-ce à dire qu'il faudrait lui ôter la dignité de concept? Il est un peu tôt pour en décider. Au demeurant, il n'est pas impossible qu'un concept puisse être considéré comme propriété d'un autre. Les concepts permettent de concevoir, d'appréhender un monde qui a tendance à nous échapper. C'est une de leurs fonctions, c'est-à-dire une des propriétés du concept de concept. Il en est une autre, justifiant leur existence, leur caractère opératif. Ils servent à agir dans un certain champ et relèvent donc simultanément du spéculatif et de l'opératif, du théorétique et du praxéologique. Notre méthode d'approche repose sur le fait que, dans la pensée, rien ne se donne nu, sans le vêtement du langage, la garde-robe du lexique. Aussi, pour accéder à ce qui est pensé, à ce qui se pense dans une langue, devons-nous, par le même acte amoureux dont nous revêtons la curiosité du connaître, ôter une à une les pièces du costume, comme nous le faisons à l'être que nous aimons. La philosophie est un acte d'amour. Le mot ne nous le dit-il, mais en même temps un débroussaillage. En effet, cette garde-robe du concept se présente plutôt dans l'ouverture d'un champ sémantique, organisable, organisé en une série de paradigmes, les plus souvent à deux valeurs possibles, des couples d'opposition constituant un ensemble de traits. Dans un premier temps, nous ferons l'effort d'oublier le discours de la philosophie, son historicisation du savoir, fort en vogue dans les universités, mais faisant malheureusement obstacle à
l'authenticité de la quête. Comme c'est curieux, nous venons, sans y penser, de recourir à ce que nous nous étions fixés pour but de définir. Y aurait-il donc un rapport, une relation entre le chemin, la voie choisie pour penser, pour débroussailler le champ, pour ôter les vêtements dont se revêt le concept et l'authenticité? Et puis, comment qualifier ce mouvement de la pensée qui, sans le vouloir, tombe dans le piège du recours à cela même que l'on veut définir? Il est prématuré de répondre à de telles questions. Ce qui est sûr, c'est qu'il est difficile de penser en ne partant de rien, ou même de presque rien. C'est pourquoi la philosophie a souvent cherché à se doter de fondements stables sur lesquels construire ses édifices, de systèmes et de conception du monde, plaçant au fondement de sa démarche ce qui devrait en être le terme. Puisque nous nous ôtons le secours de l'histoire de la discipline et de l'archéologie de ces concepts, car, pour déshabiller l'amoureuse, nul ne commence par consulter une encyclopédie du costume, non plus qu'un guide du déboutonnage, du dégrafage, ni par étudier la structure fort complexe au demeurant du soutien-gorge. Nous puiserons dans ce que nous avons sous la main, la langue elle-même et ses usages. Commençons donc par investiguer l'histoire du mot, recourant aux bons et loyaux services d'Émile Littré, nous apprenant deux choses dignes d'intérêt. Les premières recensions du mot authentique datent du XIIIe siècle. Ce n'est donc point une création lexicale récente. L'origine en est grecque, comme en témoigne l'étymologie. Puisque nous sommes en possession de l'étymone grec, authentikos, complétons cette enquête philologique par une consultation de ce trésor que nous a laissé Anatole Bailly, le dictionnaire du grec ancien, qui nous apprend Aphtoentis, Aphthentis, Sophocle, Oedipe Roi, 107, et Lectre, 272. Les deux références fournies renvoient à l'œuvre de Sophocle. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'emplois philosophiques du qualificatif à la même époque, qui n'a d'ailleurs pas donné lieu à création du substantif correspondant, mais il en va de même en français. L'adjectif précède le nom qui en dérive par suffixation. Malheureusement, Littré ne fournit pas d'indication historique sur l'apparition du substantif. Quant au dictionnaire Robert, il ne propose
que des cas d'emploi empruntés à la presse contemporaine. C'est malheureusement l'un de ces fâcheux travers. Une indication importante est donnée par l'étymologie, celle d'une relation entre l'authenticité et l'intériorité. Une intériorité qui s'exprime, qui est mue de son propre mouvement pour revêtir les couleurs d'une extériorité. Les usages font signe vers une double acception du mot, ou plutôt vers un double champ de validité. D'un côté, l'authenticité vient s'opposer à la facticité, dont les innombrables déclinaisons lexicales de quasi-synonymes font plutôt sens dans la sphère de ce que l'on fabrique, d'objets relevant d'une civilisation, ce que l'on pourrait nommer la sphère technopoétique. À ce chapitre, versons ce qui relève de la contrefaçon, de l'ersatz, de l'imitation, modalité distincte de l'inauthenticité. Si l'ersatz est clairement un produit de remplacement, dégradé, incapable de satisfaire absolument aux besoins comblés par l'objet original, véritable, il n'en va pas de même de l'imitation qui peut être parfois parfaite, tout comme la contrefaçon. Que leur manque-t-il alors qui justifie qu'on les distingue d'une certaine façon pour les disqualifier? Comment comprendre le contre de contrefaçon? Il y donne à penser qu'il y aurait dans la façon authentique du pour. Mais pourquoi? Il y aurait donc deux manières de fabriquer, deux hémisphères à la sphère technopoétique, pour d'un côté, contre de l'autre, sauf que nous ignorons pour ou contre quoi. Quand existe une ligne de partage, une axiologie, elle fait toujours référence à un modèle caché dont on reproduit ou contredit les qualités. La reproduction des qualités irait dans le sens de l'authenticité, la contradiction de la facticité. Deux nouvelles difficultés viennent de survenir. La reproduction n'est-elle point en tant que processus qu'artefact toujours du côté d'une certaine facticité? La contrefaçon et l'imitation que nous avons provisoirement définies comme des modalités de l'inauthenticité ne sont-elles par définition des formes de reproduction? Il importe d'élucider ces deux points pour aller plus avant. Il faudrait commencer par s'entendre sur le terme de reproduction. Si, comme nous l'avons établi précédemment, toute ligne de partage réfère forcément à un modèle caché, à l'aune duquel on établit la conformité, le pour, ou l'écart, le contre, ce modèle caché n'en peut être un qui appartienne aux productions de la sphère technopoétique, et
toute production est déjà, par conséquent, une reproduction. Se pose ainsi la question de savoir ce qui dans le monde est produit et ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est pas produit est ce qui est donné, d'entrée de jeu, mais à qui et quand commence la partie. Des différences d'appréciation des réponses possibles à ces deux questions existent qui ont toujours partagé le paysage de la pensée théorique. Si l'on doit trouver une ligne de fracture entre ce qui est produit et ce qui ne l'est pas, il convient de chercher du côté de l'objet et de la chose. L'objet est produit, la chose est donnée. Pour un nouveau-né, tout est donné, car il ne sait pas que les choses sont des objets. Se rendre compte que les choses sont des objets, cela s'appelle conceptualiser. Et voilà qui est bien intéressant, car cela signifie que si l'objet est factice, sa facticité réside alors dans le concept. Voici une raison, cette fois véritablement philosophique et non lexicologique, nous rendant problématique le concept d'authenticité, puisque cette dernière se tiendrait dans la chose même en tant qu'elle échapperait au concept, en tant qu'il n'aurait pas de prise sur elle. Mais qu'est-ce donc qu'une chose? Que reste-t-il de l'objet quand on lui a ôté l'appareillage conceptuel qui permet de le connaître et donc de l'utiliser? Pas grand-chose. Et c'est cela la chose. Les choses données, c'est le monde nu, avant le premier regard de l'homme. Le monde des choses n'a eu que 5 jours de vie et d'avenir. Le 6e, c'était déjà du passé. Les esprits se disputent pour savoir si ce monde nu est simplement, irrémédiablement donné, soit s'il est une nature, ou s'il fut créé par une puissance intentionnelle et structurante, auquel cas il est une création, c'est-à-dire une surnature. Ces considérations que nous ne sous-estimons nullement ne sont pas d'une grande importance dans notre débat pour l'instant. Le monde objectal, de son côté, est un monde produit par l'entendement. Le passage du monde de la chose, car il ne peut bien entendu pas y avoir de pluriel, qui est déjà une catégorie conceptuelle. Il ne peut pas même y avoir d'article. Aussi, reprenons le passage du monde chose, à moins que ce ne soit de la chose monde, au monde des objets, obéit à un double mouvement de liquidation de l'unité totale et de fondation de la désunion analytique, qui est responsable
de l'historicisation. Là où une fondation là où une fondation succède à une liquidation, on peut dire qu'il y a de l'histoire. Si l'on considère que l'authenticité est du côté de la chose et la facticité de celui de l'objet, alors c'est l'histoire tout entière qui s'effondre dans l'inauthenticité. Y a-t-il un moyen de sauver l'authenticité de l'histoire, celle du monde des objets? Peut-être si l'on admet l'hypothèse de la création, de la surnature, car dans ce cas, en retrait du monde chose, se tient une transcendance dont la création n'est qu'une émanation possible et peut-être l'une parmi d'autres. Le monde chosal n'est point descriptible, sauf à devenir analytique et objectal. Il ne peut être que d'essence prescriptive. C'est même en cet acte originaire de la prescription que consiste le sceau de son authenticité. Car, comme le dit le texte grec de l'évangile de Jean, selon la lecture qu'en fait Giorgio Agamben, au commandement était le Verbe. Tout ce qui participe de ce commandement primordial reste empreint d'authenticité. Mais être empreint n'est pas être absolument. Il va donc falloir se contenter d'un parfum, d'un souvenir, d'un reflet d'authenticité, sans compter que nous n'avons point dit de quelle manière l'histoire pourrait porter cette empreinte, non plus que le monde objectal. Pour porter cette empreinte, il faut qu'une intention, l'intention structurante de la puissance créatrice, soit décelable dans le mouvement historique, à pousser, que l'histoire soit mue par une visée s'exprimant de manière autonome, qu'elle soit en un mot téléologie. Ainsi, la facticité de l'histoire n'est plus qu'un accident provisoire, un accident de l'histoire même, dont l'authenticité est alors sa nécessité. Mais si l'on ne voit dans le donné d'entrée de jeu, dans le monde chosal, rien d'autre qu'une nature et point de surnature, alors l'histoire s'effondre dans la facticité d'une simple évolution contingente régie par des logiques d'auto-ajustement afin de maintenir l'homéostasie. Reste la question de l'objet. Cette construction factice par principe, comment pourrait-elle retrouver ne serait-ce que l'empreinte de la chose? Tout d'abord, il y a un point que nous avons omis de préciser. Le monde objectal n'est pas la totalité du monde. Des parties subsistent, rétives à la conceptualisation, que l'entendement échoue à appréhender, à la fois dans leur unité et leur totalité, quoique sa méthode d'analyse catégorielle et conceptuelle soit faite pour cela. Ces choses-là excèdent l'objet de toutes parts, car il est
un vêtement bien étroit pour elle. Ces choses, en général, ne relèvent pas de la sphère technopoétique, ne sont pas des objets de civilisation, appartiennent au monde naturel. Une rivière, une montagne, un fleuve, un volcan. On peut tenter de les objectiver, mais personne ne peut les connaître mais personne ne peut connaître le Danube ou le Rhin, l'Etna, car nul ne peut les appréhender dans toute leur longueur, toute leur masse, leurs racines souterraines en tournant autour. Elles demeurent des choses, sont même difficiles à délimiter les unes des autres, car où commence le fleuve, là où surgit la source, ou avant? Où se termine-t-il? Sûrement pas là où la mer commence. Il y a encore des eaux douces au-delà. La notion de limite, qui renvoie à la catégorie de la finitude, est propre à l'objet, pointe à la chose. Ces dernières sont indéterminables et de cela tirent leur puissance, leur authenticité. Ainsi, voyons-nous apparaître ceci, que la question de l'authenticité et de la facticité touche aussi bien à l'épistémologie qu'à la cosmologie, et même à l'esthétique, car devant l'inconnaissable, l'irréductible, ne peuvent s'installer que deux sentiments, celui de l'horreur et celui de la beauté. L'exaltation devant la nature, devant le paysage, provient de ce que tout y est indiscernable et intriqué, donné dans un sentiment d'unité globale, se maintenant envers et contre l'entendement. Il est probable, et nous le verrons plus loin, que le champ même de l'éthique soit affecté par cette question nodale. Mais dans l'objet aussi, dans le pur produit de la technopoïésis, la chose se maintient, car elle est finalement la substance au sens propre, ce qui se tient dessous. Prenons un cube de bois. On pourra l'observer sous toutes ses faces, le tourner pour s'assurer de n'en omettre aucune, l'analyser sous toutes ses coutures. On n'en connaîtra que l'extérieur, l'intérieur jamais. L'objet n'a que de l'extériorité, pure apparence qu'il demeure. L'authentique, l'étymologie nous le dit, est le fait de l'endos, de l'intus, de l'intérieur. C'est pourquoi ce qui se montre, par le fait même de se montrer, perd en authenticité. Il est pourtant des objets qui donnent à voir à l'extérieur leur propre intériorité, qui la produisent au dehors. Ce sont les œuvres d'art. Il est aisé d'illustrer ce propos par des exemples, de montrer, quelle que soit la forme d'expression, le brouillage de l'intériorité et de l'extériorité. Dans un tableau, l'extérieur est à l'intérieur, par le jeu de l'image. Le monde dépeint, décrit, est encadré, délimité, circonscrit. À l'extérieur, il n'y a plus rien, rien qui soit digne d'être représenté.
Le rapport s'inverse dans la sculpture. C'est l'intérieur de la pierre qui devient son extérieur. Comment savais-tu que le cheval était dedans ? Demande l'enfant au sculpteur. Le phénomène ne s'arrête pas aux arts plastiques. Il peut sans difficulté être généralisé aux autres. La danse, produisant dans l'extériorité du geste l'intériorité de l'âme. Ainsi en va-t-il également du théâtre, associant au mouvement le geste de langage, forme de l'extériorité qui est aussi celle de la poésie et de la littérature. Quant à la musique, elle brouille plus radicalement encore les catégories de l'intériorité et de l'extériorité. Comme paysage naturel, l'œuvre d'art, comme le paysage naturel, l'œuvre d'art provoque un sentiment d'exaltation, d'extase, du fait qu'elle déborde l'analyse de toutes parts. Toute production est déjà donc une reproduction objectale d'un monde chausal qui est l'ordre ou le désordre même de la nature, ou bien la visée téléologique d'une surnature. Dans l'artefact de l'objet, l'authenticité en tant que mouvement de l'intériorité a tendance à se perdre. Du fait de l'identification de la production et de la reproduction, l'écart n'est plus si grand entre l'original et l'imitation, ou la contrefaçon. L'imitation peut-elle revêtir un caractère d'authenticité, porter cette même empreinte chausale que nous avons concédée à l'inauthentique objet ? Aucun argument sérieux ne semble s'y opposer. Pourtant, me dira-t-on, entre la Joconde et l'une de ses reproductions, il y en a bien une d'authentique et l'autre de fausse, de contrefaite. Il n'est pas dans mon intention de contester ce point, quoique, pour des toiles de ce prix, les musées aient coutume d'exposer des contrefaçons absolument parfaites. Voilà qui jette un jour nouveau sur la question. De la même manière, les monuments du passé sont tous reconstruits pour traverser le temps. Le Pont Neuf n'a, au bout de 4 siècles, plus une pierre de son époque, lesquelles sont parties moulues en gravillon, enrober nos routes. Alors même que nous pensons nous promener au milieu des authentiques vestiges d'un passé nimbé de gloire, nous marchons sur du toc. Que nous vivions dans un monde du factice, reconstruit et en permanence, le faussaire Han van Meegeren, homme de génie, l'avait bien compris, lui qui a forgé et vendu au Troisième Reich une œuvre qui n'existait pas, celle de Vermeer de Delft. Ces contrefaçons sont plus authentiques que les originaux n'ayant jamais existé. On en vient d'ailleurs, dans les milieux autorisés, à se demander s'il existe un Vermeer qui ne soit pas un Van Meegeren. C'est le propre des cultures, des civilisations, que de contrefaire le monde. Seule la nature ou la surnature ont la capacité de le faire. Il n'en reste pas moins qu'une imitation peut être perçue comme inauthentique
là où une autre revêtira les couleurs de l'authenticité. Ce qui se trouve en jeu dans le cas d'espèce est l'idée de conformité plus ou moins habile. Elle peut être conforme ou non conforme, mais dans un monde qui a érigé l'imitation et la contrefaçon en modalité canonique d'une production industrielle, la question de l'authenticité s'est déplacée. Nous évoquions plus haut la pertinence d'un double champ de validité où se déploierait la notion de l'authenticité, et nous avons exploré le premier sous le terme de sphère technopoétique. Quel est donc le second? Celui qui affleure dans d'autres usages, tels un témoignage authentique, une femme, un homme authentique, un authentique con. Si l'on devait substituer d'autres épithètes dans ces trois cas, la chose serait aisée pour le premier et le dernier. Un témoignage authentique en est un non contrefait, déposé par une personne réelle, conformément à ce qu'elle a observé, perçu et dans les formes adéquates de la recevabilité juridique. Telles sont les conditions requises pour qu'il soit incontestable. Quant au con authentique, l'expression est amusante, car s'il y a bien une chose impossible à contrefaire, c'est la connerie. On peut singer l'intelligence, mais la connerie véritable possède un inimitable cachet. Dans ces deux cas, il s'agit en fait d'un estampillage renvoyant à deux possibles modalités de la vérité, ou plus exactement du régime de la preuve. Une vérité peut être incontestable pour de multiples raisons. Contestable, elle l'est toujours par principe. Toute la mécanique de la connaissance repose sur l'idée que la vérité d'une proposition peut être justifiée, ce qui la différencierait de la croyance. Nous aurions là un nouveau couple paradigmatique, régi par la propriété de l'authenticité. La croyance serait factice, la connaissance authentique. Nous avons logiquement détaillé dans nos cours précédents les modalités de justification des croyances, et nous ne reviendrons point ici, sauf pour ce qui concerne directement notre présente étude sur ce sujet. La justification repose sur une autorité, soit celle de la démonstration, dans le cas de vérité formelle, ne résultant que du déploiement d'une axiomatique, comme le sont les mathématiques. Mais il arrive aussi que des propositions d'ordre cosmo-référent soient tenues pour vraies sans que le performateur de ces énoncés soit le moins du monde capable de les justifier. Il est même exceptionnel dans la vie courante, dans la vie en fait, car quand elle ne court plus, de pouvoir justifier ses propositions. On sait que la Lune est à peu près à 330 000 km de la Terre parce qu'on l'a entendu dire à la télévision de préférence. Ah bon? Tu en es sûr? À son apogée ou à son périgée? Son quoi?
La Lune effectue une trajectoire elliptique, non? Oui, et alors? Eh bien, à son périgée, elle est à 356 410 km de la surface terrestre et à 405 500 à son apogée. Comment peux-tu en être sûr? Eh bien, je ne peux pas, sans compter qu'elle ne cesse de s'éloigner de nous. Mais d'où tiens-tu ces informations? De la communauté scientifique, de sources autorisées en la matière, estampillées. Ne pourrait-elle se tromper? Si, elle le pourrait. Cela arrive. Alors, eh bien, il semble qu'un nombre suffisamment important de personnes s'accordent sur ces faits. Il y a ce que l'on appelle un consensus intersubjectif. Donc, ta seule preuve de vérité, c'est qu'un nombre suffisant de personnes déclarent la même chose? C'est exact. Alors, selon toi, dans les dictatures, la masse énorme de la population qui croit à la nécessité de soutenir le tyran sanguinaire, la détruisant peu à peu, soutient la vérité? Un homme seul ne peut avoir raison contre tous. Silence et paix. Voilà l'aporie à laquelle nous conduit la théorie de la justification. Et pour en sortir, il faut faire appel au concept de personne, c'est-à-dire de la femme et de l'homme authentique, car la masse est un agrégat factice, aliéné, conditionné à s'arc-bouter sur les instincts les plus proches de l'animalité. Le groupe, comme vecteur d'identification, de construction narcissique. Dit Vell, en tant qu'êtres socialisés, nous sommes à la fois des individus et des personnes, des entités abstraites pour des agrégats stochastiques et des entités concrètes que l'on dit n'être rien, personne, mais qui sont les seuls à exister dans ce monde de spectres, car elles sont les seules à lui donner du sens, à être mues par cette ambition, par ce défi, le seul que l'on puisse encore se fixer dans nos totalitarismes mous. L'individu a toujours tort. La personne seule peut avoir raison, y compris seule contre tous, car elle incarne l'être d'authenticité, car elle incarne l'état d'authenticité de l'être humain, un mouvement autonome qui vient de l'intérieur, qui est apud se. Ulysse part à la guerre de Troie, individu, mercenaire parmi d'autres. Il en revient personne, et son retour est difficile, semé d'embûches, quand ses autres compagnons rentrent sans souci, comme Agamemnon, attendu par la mort, car Agamemnon, qui a accepté de sacrifier l'une de ses 3 filles à la masse du peuple des guerriers, peut être remplacé sans problème sur le trône et dans le lit de Clytemnestre par Égiste, quand
Nul ne peut prendre la place du vice. Telle est la problématique de l'authenticité. Qu'il s'agisse de la sphère technopoétique ou de celle des relations humaines, ce qu'elle vise est la possible duplication dans laquelle un monde est perçu, dans laquelle une vie est vécue en état d'aliénation ou en état d'affranchissement. Ainsi, la chose est affranchie et c'est pourquoi sa contemplation se fait dans l'exaltation, dans l'extase de la pure communion, tandis que l'objet est aliéné et sa compréhension, son appréhension se font par l'analyse, c'est-à-dire dans la désunion. De la même manière, l'individu doit subir le poids des déterminismes multiples d'un ou de plusieurs systèmes, tandis que la personne, comme Antigone, leur a repris toutes ses marges de liberté confisquées par le collectif. Bien sûr, il y a toujours un prix à payer à cette libération de l'authenticité, mais celui de la soumission, de l'aliénation, ne finit-il par être plus élevé? La chaîne de l'estampillage, celle de la justification de la vérité, est infinie, et qu'il nous soit permis, puisque nous avons ici renoncé à convoquer l'aréopage des philosophes du passé pour baliser le chemin par nous-mêmes, c'est-à-dire par les usages de la langue, car en disant nous, c'est la totalité des locuteurs que nous convoquons dans notre colloque, donc la totalité de la langue, d'inviter la parole d'un poète. Nul ne témoigne pour le témoin, nous dit Paul Celan. Toute la question du régime de la justification est néanmoins à l'inverse de cela. L'authenticité du témoignage, l'incontestabilité de la preuve ne peuvent être acquises que par une certification sans fin. Le témoin doit toujours être approuvé par un second témoin, lui-même validé par un troisième, et ainsi de suite. En fin de compte, peut-être la vérité, si ce mot doit avoir un sens, nécessite-t-elle l'approbation de la chaîne sans fin de tout le genre humain. C'est pourquoi la temporalité nous plonge dans une inévitable inauthenticité, dans une incertitude permanente. Mais il arrive, malgré tout, la chose est rare, qu'un témoin vienne seul à la barre et que son propos n'ait point besoin de caution pour être reçu. Ainsi est le poète dont la langue inassertorique ne nécessite jamais la justification. Ainsi est le prophète qui ne parle que de sa propre autorité, et si leur parole se suffit de preuve à elle-même, si elle échappe à la chaîne sans fin de la justification, c'est qu'elle n'est pas proférée du temps de la durée présente. Merci à vous qui m'avez écouté jusqu'au bout et aussi aux autres qui sont partis en cours de route.